Ceci est un message pour tous les habitants de la Terre. Une solution a été trouvée et un programme est en route pour sauver l'humanité. Mais tout d'abord, il faut comprendre que nous n'arriverons pas à stopper la destruction de la planète tant qu'un minimum de personnes n'aura pas de vision précise et concrète à proposer. Que faut-il changer? Par quoi remplacer? Et puis bien sûr, comment? La majorité des personnes voudraient un monde meilleur, mais si elles ne s'investissent pas dans cette révolution, c'est parce qu'elles n'ont pas de vision de ce que pourrait être ce monde meilleur. Donc, voici un programme concret pour une révolution qui transformera cette anti-civilisation qui détruit tout en un paradis fertile. Mais avant tout, je te pose une question. Fais-tu partie de ceux qui ont décidé qu'il n'y avait pas d'autre choix que de détruire cette planète et tous ses habitants? As-tu décidé de tuer cette petite fille et ce petit garçon et tout cela? Et si ce n'est pas ton choix, fais-tu vraiment tout ton possible pour empêcher cette destruction annoncée? Le monde ne va pas mal à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui savent que c'est mal et qui laissent faire. Et si tu es prêt à défendre la vie et la justice et que tu ne sais pas comment faire, tu trouveras dans cette vidéo une proposition concrète pour trouver ta place dans cette révolution fertile et rejoindre l'Alliance. Cette proposition est destinée avant tout à ceux qui sont prêts à se donner corps et âme dans cette révolution pour un monde fertile. Car il ne faut pas se mentir, nous sommes en guerre, ou pour être plus précis, on nous fait la guerre à nous, tous les peuples du monde. Il est important d'accepter ce fait, car lorsqu'on est en guerre, les priorités changent et on ne peut plus mener sa vie comme si de rien n'était, surtout si on prétend aimer les enfants. Cette guerre est bien plus dangereuse que les 2 guerres mondiales réunies, car cette fois-ci, il s'agit ni plus ni moins que d'une guerre contre le genre humain tout entier, mais aussi contre la nature, les oiseaux, les arbres et la planète. Il s'agit en fait d'une exécution de masse programmée à l'avance, mais cela ne lui enlève en rien sa nature de tentative de génocide. Ainsi, le moment de choisir son camp est arrivé. Le camp des enfants, de la vérité, de la nature, de l'évolution et de la vie, ou le camp des soi-disant adultes, de la stagnation, des mensonges, des apparences, de la chimie et de l'argent. En effet, la plupart de ceux qui se considèrent comme adultes se sont résignés à servir un système qui est en train de détruire toute vie sur Terre. Ceci n'est pas un comportement adulte dans le sens mature et responsable. Donc, le temps est venu de se demander quels sont les problèmes et quelles sont les solutions. Mais pour cela, il faut d'abord que la majorité comprenne que le monde occidental est basé sur un énorme mensonge. Il faut commencer par là, car c'est derrière ce mensonge que se cache la solution pour non seulement sauver, mais surtout pour faire naître notre humanité. Car j'espère que tu as compris que nous ne sommes pas encore humains. Pour le moment, vu de l'espace, ceux qui s'appellent eux-mêmes les humains se comportent comme des cellules cancéreuses. Ils se multiplient et dévorent tout sur leur passage, même le corps et la planète dans lequel ils habitent. Donc, avant de construire le nouveau monde, il faut comprendre pourquoi celui-ci n'a pas fonctionné. Il existe en effet une cause des causes à l'état chaotique de notre monde, une cause qui entraîne quasi toutes les autres causes. La source principale des souffrances et des destructions évitables de notre anti-civilisation, c'est notre culture judéo-chrétienne, musulmane, patriarcale. Nous vivons dans une culture à l'envers, car elle est en opposition totale avec la nature humaine. En effet, la majorité des gens croient
que la caractéristique principale de notre culture dite patriarcale, c'est que ce sont les hommes qui sont les chefs. Mais c'est complètement faux. La caractéristique principale de la culture patriarcale, c'est d'être une culture qui pervertit les âmes à un tel point qu'elle mène à la destruction de toute vie. Il s'agit ni plus ni moins que d'un programme d'autodestruction. Le fait que ce sont les hommes qui en sont les chefs n'est qu'un moyen très efficace pour y arriver. Les modes de vie et de pensée des cultures patriarcales endorment la conscience en empêchant les individus de se connecter à l'intérieur d'eux-mêmes. Cela provoque un sentiment d'insécurité, rend égoïste et matérialiste. De plus, comme on a besoin de se connecter quelque part, on cherche à se raccrocher à quelque chose d'extérieur à soi, ce qui nous rend plus dépendants et manipulables. On dit souvent que les religions ont été nécessaires pour nous faire sortir de la barbarie, mais c'est tout le contraire. Ce sont les religions patriarcales qui ont plongé l'humanité dans une ère de barbarie et nous n'en sommes toujours pas sortis. Ce qui nous amène à redécouvrir le plus grand des secrets de notre anti-civilisation, c'est que toutes les cultures et religions patriarcales sont des détournements de la culture fertile originelle qui intègre le féminin sacré et met en avant la mère divine. Par exemple, le message de Marie-Madeleine et de Jésus, c'était la culture fertile du féminin sacré. Chaque détail de l'enseignement catholique est en opposition totale avec les messages de Marie-Madeleine et de Jésus. Le Vatican a tout simplement volé la chrétienté originelle, mais c'est aussi le même scénario qui s'est passé avec le judaïsme, l'islam, le bouddhisme et l'hindouisme. Ainsi, le Vatican et les autorités religieuses de toutes les religions patriarcales sont tout simplement des imposteurs. Pourtant, ces cultures fertiles du féminin sacré ne sont pas si anciennes. Elles étaient majoritaires en Europe jusqu'au XVIe, voire jusqu'au XVIIe siècle, contrairement à ce que prétend l'histoire officielle qui a été écrite par les religieux patriarcaux. En effet, les religieux patriarcaux ont réécrit l'histoire à leur avantage afin qu'on oublie l'existence de ces cultures fertiles du féminin sacré. Ils ont essayé de les effacer de l'histoire en les taguant de noms péjoratifs comme païens, sauvages, barbares, hérétiques ou même les chevelus. Mais en fait, tous ces êtres se battaient sous le même étendard, celui de la liberté, des vraies démocraties et de la déesse mère. C'était le cas notamment des Esséniens, des Goths, des Vikings, des Templiers et des Cathares. Mais peut-être que tu me diras que cela ne t'intéresse pas, car tu n'es pas religieux. Pourtant tu te trompes, car ceux qui se disent athées suivent sans en être conscients les injonctions religieuses patriarcales au quotidien. Je fais référence à des choses bien concrètes comme notre manière d'aimer, de faire l'amour, de procréer, d'accoucher, de se nourrir, de dormir, d'élever les enfants, d'avoir des relations hommes-femmes, de respirer, de communier avec la nature, etc. C'est même notre culture patriarcale qui nous pousse à détruire la planète, qui nous programme à aimer à l'envers et à tomber amoureux de personnes qu'on n'aime pas. Je te fais ici un super résumé, mais pour bien comprendre les pourquoi et les comment, je te renvoie à un e-book que tu peux obtenir gratuitement si tu le souhaites. Il est important de lire ce livre car pour guérir, tu as besoin de comprendre dans les détails en quoi chaque injonction de notre culture patriarcale est là pour nous rendre faibles, nous faire souffrir et nous transformer en machines à détruire. Tu as besoin de bien comprendre afin que tu puisses ensuite enseigner aux autres ce que tu as appris. Il n'y a pas de liberté si on n'a pas un minimum de connaissances. Les cultures fertiles féminins sacrés, c'est avant tout les cultures de la liberté et des vraies démocraties, dans le sens le pouvoir aux individus. Elles fonctionnent avec des démocraties locales, notamment avec les cercles de parole, où chacun peut s'exprimer, même les enfants. Entre personnes de bonne foi,
on trouve toujours un consensus le plus juste possible. La gnose est la colonne vertébrale des cultures fertiles. Elle considère que le salut s'obtient par les connaissances, les expériences et le développement de soi. Les cultures fertiles font passer le développement spirituel, l'évolution et le bien-être des individus au premier plan. Pour les cultures et religions patriarcales endormantes, le salut s'obtient par le pardon qui découlerait du suivi d'obligations et d'interdictions. Du coup, les cultures et religions patriarcales ne sont pas spirituelles. Elles sont profondément matérialistes car elles amènent les personnes à se définir selon leurs possessions. Ces cultures fertiles sont souvent appelées cultures matriarcales par les patriarcaux pour faire croire que c'étaient les femmes qui en étaient les chefs. Mais c'est tout à fait faux. Dans les cultures fertiles qui intègrent le féminin sacré dans la Trinité, les femmes et les hommes sont 100% égaux. Cependant, ce sont les femmes qui ont le dernier mot en ce qui concerne les enfants. Les cultures fertiles adhèrent au concept de la déesse mère et aux caractéristiques à la fois guerrières et guérisseuses du féminin. Les femmes constituent donc la majorité des troupes des guérisseurs. Elles apprennent très jeunes à se battre, non seulement pour qu'elles puissent se défendre dans la vie de tous les jours, mais aussi pour qu'elles puissent se battre aux côtés des hommes en cas de guerre. Pour les fertiles féminins sacrés, un papa et une maman, ce n'est pas assez pour élever un enfant, car un enfant a besoin d'attention 24/7 jusqu'à ce qu'il acquiert une certaine indépendance. Comme le dit le proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. En effet, si on laisse un enfant seul ou avec des personnes qu'il ne connaît pas ou même avec des personnes avec lesquelles il n'a pas envie d'être, alors qu'il n'est pas capable de comprendre intellectuellement pourquoi on le laisse seul, il va avoir l'impression qu'on l'abandonne, ce qui peut même mener l'enfant à croire qu'il va mourir. Cela va entraîner la peur d'aimer, la peur d'être abandonné, le complexe d'Oedipe, la possessivité, la jalousie, la non-confiance en soi, etc. Mais surtout, cela va créer les relations névrotiques avec lesquelles on va s'attacher à une personne qui nous rappelle les proches qui nous ont manqué ou et qui nous ont mal aimés, souvent papa ou maman. De plus, la famille nucléaire moderne ne laisse pas assez de temps aux parents pour continuer leur évolution. En effet, contrairement aux patriarcaux qui veulent tout figer, les fertiles sont obsédés par l'évolution des individus et de leur culture. Tout ce qui stagne finit par pourrir. Du coup, ils sont très tolérants envers les autres cultures, religions, afin de pouvoir apprendre d'elles. Donc, dans les cultures patriarcales, la plupart des enfants sont en manque d'amour et ils vont souvent passer toute leur vie à courir après l'amour et la reconnaissance extérieure qu'ils n'ont pas eu petit. Du coup, pour être aimés, ceux qui ont manqué d'amour petit vont tout faire pour se faire accepter par les autres, même si cela entraîne le fait de se construire de fausses identités et de servir un système qui détruit tout, comme c'est le cas aujourd'hui. Chez les patriarcaux, la plupart des gens ne s'intéressent pas à la manière dont fonctionne le monde car ils sont trop occupés à combler leur manque matériel, affectif et sexuel. On ne peut pas leur en vouloir, c'est tout à fait naturel et dans l'ordre des choses. Et c'est pour cela que dans les cultures fertiles, tout est mis en œuvre pour que les personnes soient rassasiées, rassurées sur ces 3 points afin qu'ils puissent enfin s'intéresser à autre chose. Dans les cultures fertiles, ces 3 besoins naturels sont nourris et rassasiés grâce, d'un côté, aux familles élargies et de l'autre, à l'existence des écoles, universités, temples des connaissances dans lesquels tu peux trouver tout ce dont tu as besoin, refuge, nourriture, enseignement, relations sociales et sexuelles. En effet, ces universités, temples des connaissances, proposaient aussi les services de prostituées sacrées hommes
ou femme, pour que les personnes puissent apprendre et expérimenter une sexualité saine et fertile. Du coup, libérés de ces 3 besoins primaires, les individus pouvaient explorer et développer leur génie afin d'évoluer et d'améliorer la vie de tous. Par contre, dans les cultures patriarcales, tout est fait pour entretenir ces 3 manques afin que les individus passent leur temps à essayer de les combler. Dans ces temples des connaissances que nous allons recréer sur Terre, on pourra apprendre la logique de la psychologie, qui est l'un des plus beaux cadeaux que l'Occident ait fait au monde. C'est nécessaire pour comprendre comment on fonctionne et donc pour être le plus libre possible. Si on ne comprend pas comment on fonctionne, on est victime de nos émotions et de nos névroses et on ne décide pas grand-chose dans sa vie, surtout en ce qui concerne les relations amicales et amoureuses. Et on finit par se caser et avoir des enfants avec des personnes qu'on n'aime pas vraiment. Dans les cultures fertiles, le fait de grandir en famille élargie permet d'avoir plusieurs référents mamans et plusieurs référents papa. Cela peut être un groupe d'amis, une communauté, mais aussi un endroit où les grands-parents, les oncles, tantes, cousins et cousines vivent sous le même toit, comme c'est d'ailleurs souvent toujours le cas dans les pays latinos, au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie. Cela va habituer l'enfant à donner et à recevoir de l'attention à diverses personnes, ce qui lui permettra, dans le futur, de moins être dépendant des relations fusionnelles et névrotiques. De plus, cela va l'habituer à aimer, dans ses relations amoureuses, plusieurs personnes à la fois, alors que les patriarcaux sont programmés, habitués à réserver cet amour à une seule personne. Pour les fertiles, il n'y a aucun mal à vouloir vivre des relations exclusives, mais une fois qu'on a des enfants, c'est différent. En effet, le couple exclusif de la famille nucléaire n'est pas assez solide pour donner un environnement stable à l'enfant sur le long terme. Si le papa et la maman n'ont pas la possibilité d'avoir des amants et du temps libre pour eux-mêmes, cela va faire soit que le couple va se séparer, soit que la vie familiale va se détériorer. Et ce sont les enfants qui vont en subir les très graves conséquences. Pour les fertiles, une société libre signifie que personne n'a le droit de priver une autre de liberté, à moins bien sûr qu'elle n'ait commis un acte très très grave. Les peuples fertiles féminins sacrés ont combattu la traite des esclaves pratiquée par le Vatican avec l'aide des rois francs comme Charlemagne. Mais ils ont aussi lutté contre l'esclavage quotidien des femmes et des enfants. Pour cela, ils refusaient catégoriquement le concept du mariage patriarcal à travers lequel la femme appartient à l'homme et doit lui obéir. L'un des aspects extrêmement pervers du mariage patriarcal, c'est qu'il entretient, même chez ceux qui ne croient pas aux vertus du mariage, le mythe du grand amour qui va combler tous nos besoins pour toute notre existence. Du coup, de nombreuses personnes vont perdre une partie de leur vie à courir après ce mirage, car cet amour n'existe pas. En revanche, nous avons la possibilité de vivre de nombreux grands amours qui chacun vont pouvoir nous apprendre quelque chose d'important. Mais si nous mettons la pression dans chacune de nos relations en nous disant « cette fois-ci c'est la bonne », on perd une grande partie des fruits des relations humaines. On cherche quelque chose d'absolu qui n'existe pas, ou du moins qui ne peut pas tenir sur la durée. L'obsession de vouloir tomber amoureux en faisant fusion avec une personne est tout simplement une maladie créée par les manques affectifs de la culture patriarcale. Paradoxalement, il est bien sûr enrichissant d'expérimenter la passion amoureuse, mais en gardant un œil ouvert pour pouvoir observer à la froide lueur de son esprit à quel point cette relation nous aide à être nous-mêmes ou pas. Le vrai amour ne nous fait pas tomber, il nous élève. Et oui, les religions patriarcales ne veulent pas que tu saches tout cela. Il s'agit d'un mensonge conscient et calculé. Pour cela, ils ont interdit et traité d'hérétiques les sciences des anciens Grecs sur l'amour. Et je les comprends, car les enseignements des anciens Grecs sur les sciences de l'amour sont de véritables outils de libération du genre humain. En giga résumé,
Rendez-vous dans l'e-book pour en savoir plus. Il existe 8 types d'amour différents qui sont reliés à 8 niveaux de conscience. Il est juste, nécessaire et enrichissant d'expérimenter tous les types d'amour. Mais la clé, c'est de comprendre qu'essayer de trouver une personne qui va nous nourrir de tous ces types d'amour en même temps et pour toute notre vie, c'est tout simplement impossible. Ce n'est pas possible car lors des différentes étapes de notre vie, on a besoin d'amour différents. Mais en plus, les anciens Grecs insistaient sur le fait qu'une personne qui cherche le grand amour sera vouée à énormément de souffrances inutiles et que d'une manière ou d'une autre, les souffrances de ces personnes vont finir par perturber toute la communauté. Et c'est ce qui se passe actuellement. Pour les cultures fertiles, il est évident qu'il est beaucoup plus intéressant d'avoir de nombreuses relations qui chacune pourront nous apprendre de nouvelles choses. C'est de cette manière qu'on va pouvoir accumuler un maximum de connaissances et d'expériences afin d'évoluer au mieux vers la découverte de nous-mêmes. D'ailleurs, il y a à peine quelques siècles, le mot vierge faisait référence à une femme libre de toute attache extérieure, que cela soit celle avec un homme ou autre. À l'époque, vierge était synonyme de libre. Une femme pouvait avoir plein d'amants et à la fois avoir le titre de vierge. C'était bien sûr le cas de Marie-Madeleine, qui était une femme libre, experte en guérison et en sexualité spirituelle, une sexualité qui sert à se connecter à des niveaux de conscience fertiles. Les anciens Grecs enseignaient eux aussi qu'il est tout à fait naturel d'aimer élever des enfants avec une personne avec laquelle on n'a pas ou plus envie de faire l'amour et d'avoir un ou plusieurs amants pour sa vie sexuelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans notre monde actuel, vu que l'immense majorité des gens mariés trompent leurs conjoints. Mais cela crée une culture faite de secrets, de mensonges et d'hypocrisie. Et lorsque les gens mariés n'ont pas d'amants, cela entraîne frustration, violence conjugale, inceste, viol, prostitution, etc. Du coup, les cultures patriarcales ont traité la civilisation grecque de barbares obsédés par le sexe. Mais ce sont les cultures patriarcales qui ont exporté dans le monde entier leur sexualité primaire, malsaine et ignorante qui entraîne des perversions en tout genre. N'oublions pas que des générations entières ont vécu croyant que le seul fait de prendre du plaisir dans la sexualité était un péché mortel pour lequel on risquait de brûler en enfer pour l'éternité. Désolé, mais enseigner des choses pareilles, c'est vraiment machiavélique et diabolique. C'est vraiment une manière d'effacer une partie de l'individualité des gens. Cette obsession des cultures patriarcales de vouloir effacer l'individualité des gens commence dès la naissance, où les patriarcaux arrachent le nouveau-né du corps de sa mère beaucoup trop tôt. Du coup, le nouveau-né n'a pas assez de temps pour réaliser qu'il ne fait plus qu'un avec maman. Ainsi, il aura tendance à se chercher toute sa vie à l'extérieur de lui-même. Il va essayer de retrouver cette fusion perdue trop tôt dans ses relations. Mais c'est comme vouloir remplir un seau sans fond. Les fertiles entretiennent le contact physique de l'enfant avec sa mère le plus longtemps possible. Et ils entretiennent une présence autour de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant soit relativement autonome, affectivement et intellectuellement. Ce qu'il faut, c'est maintenir le continuum, concept remarquablement développé dans un livre que tous les parents devraient lire, le concept du continuum. Prendre soin de ce continuum, c'est créer les conditions nécessaires pour que l'enfant réussisse à maintenir sa propre connexion intérieure, ce qui lui permettra d'être plus à l'écoute de lui-même, plus conscient et plus autonome. Les fertiles pratiquaient aussi l'avortement, si c'était le souhait de la mère. Personne n'a le droit de décider à sa place. Mais cela arrivait peu souvent, car ils considèrent qu'il est essentiel de choisir consciemment de vouloir élever un enfant avant de procréer. Pour cela, les jeunes apprenaient comment jouir de la sexualité sans tomber enceinte. Mais ils pratiquaient surtout la sexualité pour faire monter leur niveau de conscience et créer de l'énergie vitale pour développer leur pouvoir psychique et renforcer leur corps physique.
Pour les hommes, cela signifiait notamment d'apprendre à retenir sa semence, c'est-à-dire de faire l'amour sans éjaculer. Savais-tu que ne pas éjaculer lorsqu'on fait l'amour est considéré comme un péché par les patriarcaux ? Beaucoup de personnes estiment qu'elles sont libérées du joug des religions parce qu'elles ont une sexualité en dehors des normes religieuses. Mais le but des religions patriarcales n'est pas de priver les gens de sexe, mais au contraire de les rendre obsédés par le sexe. Et elles ont très bien réussi. Toujours dans le but d'empêcher les personnes de développer leur connexion intérieure, les patriarcaux obligent les couples à dormir dans le même lit, alors que les fertiles insistent sur l'importance de dormir seuls la plupart du temps. Le fait que les patriarcaux aient tendance à ne pas avoir accès à leur connexion intérieure les empêche d'écouter et de suivre leur autorité et leur créativité personnelle. Du coup, ils ont besoin de copier et de suivre quelqu'un ou quelque chose. Mais les cultures patriarcales ont d'autres moyens pour empêcher les individus de renforcer ce fameux lien avec eux-mêmes. Il est essentiel de comprendre qu'une culture est définie par les substances qu'elle consomme. Ainsi, les cultures patriarcales ont habitué les peuples à se nourrir de substances endormantes et elles ont interdit les substances qui éveillent. C'est le cas depuis des siècles avec des aliments hypoglycémiants comme l'alcool et le blé. On peut dire en effet que les cathos ont créé une civilisation d'alcooliques. L'alcool est de loin la drogue dure qui a tué le plus d'individus. Même à petite dose quotidienne, il crée d'innombrables maladies physiques et psychiques. Pourtant, les catholiques ont pratiquement sacralisé le vin et dans de nombreux pays, les moines fabriquent même de la bière. Mais c'est aussi le cas depuis le XVIIIe siècle avec les sucres ajoutés. Les sucres ajoutés ne nourrissent pas, ils créent d'innombrables maladies et rendent malheureux, comme l'a déclaré en grande pompe l'OMS en 1990. Cela s'est renforcé à partir du XIXe siècle avec les pommes de terre et les produits laitiers. Manger régulièrement des pommes de terre empêche de bien réfléchir. Quant aux produits laitiers, ils endorment la conscience, fatiguent notre système immunitaire et créent une dépendance physique car à la digestion, ils sécrètent un dérivé de la morphine dans le corps. Les aliments et substances hypoglycémiants rendent fragiles émotionnellement, donc plus facilement manipulables. Et cet endormissement par les substances est encore renforcé aujourd'hui par les additifs alimentaires, les faux aliments, les faux sucres et les produits chimiques. Le monde occidental qui détruit tout n'existerait pas sans l'alcool, les médicaments chimiques légaux comme les anxiolytiques et les drogues illégales comme la cocaïne. Il est important de préciser que la cocaïne, c'est la drogue qui endort le plus vite la conscience et qui tue le plus vite l'humanité qui est en nous. Et c'est même cela qui fait du bien. L'arrivée de la cocaïne dans les sphères du pouvoir et de la finance coïncide avec les années 80 et la radicalisation, voire la fascisation du capitalisme. Beaucoup l'ont remplacé par les amphétamines légales et autres drogues dures légales qui déshumanisent complètement les individus. Sais-tu que les amphétamines et les méthamphétamines ont été inventées et massivement utilisées par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale dans le but que les soldats et la population n'aient plus aucune empathie, plus aucune humanité, ni aucun lien avec leur conscience. Cela a mené à des atrocités qui n'auraient pas eu lieu sans cette drogue machiavélique. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus des hordes de soldats shootés aux amphétamines qui détruisent le monde. Ils ont été remplacés par des hordes d'hommes en costume cravate shootés eux aussi aux amphétamines, aux anxiolytiques ou aux autres drogues patriarcales comme l'alcool, les sucres ajoutés, la cocaïne et le café. D'ailleurs, je le dis sans complexe, honte aux parents qui donnent des amphétamines ou des anxiolytiques genre Ritaline à leurs enfants. Désolé, mais c'est de la maltraitance. Ces enfants seront vraiment aidés si à la place, on leur donne des microdoses de substances naturelles comme le cannabis ou les champignons à la psilocybine. La chimie, c'est le fascisme dans la matière car elle force la nature à faire ce qu'elle ne veut pas. C'est valable pour la nature des oiseaux et des arbres,
mais c'est aussi valable pour la nature humaine, car elle force les humains à devenir destructeurs, égoïstes et méchants. Il s'agit d'un vrai viol de la volonté. Pour les cultures fertiles, certaines plantes et champignons sont nécessaires au développement de la conscience. Je dis bien nécessaires. D'ailleurs, la psilocybine des champignons et le THC du cannabis sont en train d'être redécouverts et ils remplaceront rapidement, avec d'autres plantes et champignons, la majorité des médicaments chimiques. Il existe aujourd'hui un grand nombre de documentaires, même sur Netflix et YouTube, qui le prouvent. La science a déjà prouvé depuis 2005 qu'un peu de cannabis est nécessaire au bon fonctionnement de notre système neuronal, c'est-à-dire de notre système de pensée. Ces substances sont tellement importantes pour l'évolution des humains qu'elles étaient au centre des messages de quasi toutes les religions avant que la culture patriarcale endormante ne les ait perverties. En effet, les cérémonies avec les plantes et les champignons étaient à la base du vrai judaïsme, du vrai christianisme, du vrai islam, du vrai bouddhisme et du vrai hindouisme, car elles sont nécessaires. On les appelle des cérémonies, car c'est comme un mariage avec soi-même. Ces cérémonies sont symbolisées en Occident par le Graal, qui est une autre version du chaudron rempli de potions magiques qu'on retrouve dans les cultures fertiles comme les Celtes et les Vikings. Et si le Graal est un symbole des champignons magiques, c'est car, à la fin de son développement, le champignon Amanita muscaria se recroqueville sur lui-même et forme une sorte de vase, de coupe, de Graal. Avec la rosée ou la pluie, il peut y avoir de l'eau dans le fond qui va se teinter du pigment rouge des champignons. Certains buvaient directement ce liquide, bien que je vous déconseille de le faire pour les raisons que je donne dans l'e-book. Dans l'épisode de la scène, lorsque Jésus propose de manger son corps et de boire son sang, il s'agit d'une métaphore, parabole, pour parler des champignons psychédéliques et plus spécialement des Amanita muscaria qui sont rouges avec des points blancs. Les Mayas appelaient les champignons psychédéliques la chair des dieux et les Esséniens, la communauté spirituelle de Marie et Jésus, les surnommaient la chair du Christ. Quasi toute la culture occidentale tourne autour des chaudrons magiques, des druides et des chamans. Même la légende du Père Noël provient en fait des chamans de Sibérie qui livraient les champignons à la période du solstice d'hiver du 21 décembre dans des traîneaux tirés par leurs reines. Et ils rentraient par la cheminée des yourtes car il y avait trop de neige pour emprunter la porte. Vous ne vous êtes jamais demandé d'où vient l'habitude de décorer les sapins de Noël avec des champignons rouges et blancs et des boules de toutes les couleurs ? Cela provient du fait que les champignons Amanita muscaria, qui sont rouges et blancs, poussent souvent au pied des sapins et que les chamans les déposaient entre les épines des branches pour les faire sécher. Selon leur stade de développement, ils pouvaient être blancs, rouges et blancs, et parfois même dorés, comme les boules du sapin de Noël. Dans le e-book, je vous donne de nombreux exemples d'art religieux qui nous rappellent l'importance des champignons dans le développement spirituel. Voici l'un d'eux dans la chapelle de Plaincourau, en France. Cette chapelle fut construite par les Templiers au XIIe siècle et elle représente Adam et Ève entourant l'arbre des connaissances du bien et du mal. Les fruits de l'arbre des connaissances du bien et du mal, ce sont tout simplement les champignons. Ici, une représentation de l'entrée du Christ dans Jérusalem. Ceci dit, la Jérusalem dont on parle dans la Bible ne fait pas référence à un lieu géographique. Jérusalem signifie la montagne de la paix intérieure qui fait référence à un état d'esprit. Donc, on pourrait en déduire que ce sont les champignons qui les amènent à cette connexion intérieure.
Voici une autre représentation de Jésus et des champignons dans le psautier de Canterbury. La cathédrale Saint-Marc à Venise, en Italie. Cette mosaïque est composée de 2 tableaux qui se lisent de droite à gauche. Elle représente Matthieu qui a des doutes et demande à Jésus comment il a pu ressusciter. Et Jésus raconte que cela est arrivé grâce aux champignons. Voici Bouddha qui médite sous un énorme champignon. Quant au cannabis, il était aussi utilisé par les cultures fertiles et notamment par Jésus, comme on le voit dans cette mosaïque du XIIe siècle qui représente Jésus qui guérit les aveugles. Comme on le voit dans cette mosaïque byzantine, l'idéal, c'est l'alliance de l'esprit des champignons avec celui du cannabis. Il faut aussi arrêter de mentir en disant que le cannabis mène aux drogues chimiques, à la cocaïne et à l'héroïne, car c'est faux. L'alcool, les sucres ajoutés et le café mènent à la cocaïne et à l'héroïne ou à leurs innombrables substituts légaux comme les amphétamines, les anxiolytiques ou les opioïdes. Le cannabis et les champignons magiques ne sont pas le problème, ils sont la solution. Avec d'autres plantes et champignons, ils sont la seule alternative aux drogues chimiques destructives et addictives qui déshumanisent les individus. Et vous ne pouvez pas les appeler drogues, car la définition scientifique d'une drogue, c'est d'être une substance qui crée une dépendance physique, et ce n'est pas le cas. Le cannabis et les champignons à la psilocybine ne sont donc pas des drogues, mais des médicaments. Et s'ils sont interdits, c'est aussi parce que les firmes pharmaceutiques ne peuvent pas les breveter pour faire du profit. Et contrairement aux médicaments chimiques, ils guérissent vraiment. Mais les champignons sont aussi des aliments très nutritifs et tout le monde peut les cultiver chez soi et renforcer ainsi son autonomie. De plus, lorsqu'on arrive à récupérer les spores, les graines des champignons, on peut en récolter à l'infini, ce qui en fait un cauchemar pour les capitalistes. Paul Stamets, mycophile renommé, a même découvert un champignon qui est capable de transformer de la terre imbibée de produits chimiques lourds en une terre utilisable pour un potager écologique. On va pouvoir s'en servir pour dépolluer tous les sols de la planète. Les champignons arrivent à transformer tout ce qui est chimique et antinaturel afin que cela retourne en quelque sorte dans les lois de la nature. Et ils font la même chose dans notre corps et notre système de pensée. Je résumerai en affirmant que même si la médecine moderne est capable de faire des miracles, notamment dans les cas urgents, la médecine du quotidien fait beaucoup plus de tort que de bien. La priorité de la médecine actuelle n'est pas de guérir, mais de rapporter de l'argent. Dans la majorité des cas, elle ne guérit pas, car elle ne fait qu'éliminer les symptômes, ce qui crée des maladies encore plus graves. Quant à sa manière de traiter chimiquement les personnes âgées, elle a tout simplement inventé ce que Antonin Artaud appelait la mort lente. Pour les cultures fertiles, comme celle des cathares bons chrétiens, le combat entre le bien et le mal n'existe pas dans l'absolue réalité. Par contre, il existe une dualité relative dans notre expérience humaine. Cette expérience de dualité relative est créée pour réveiller le guerrier de lumière qui sommeille en nous. Les cultures patriarcales choisissent le capitalisme comme moyen de gérer l'économie, car il permet de garder la majorité du peuple dans la pauvreté. Ce sont les Romains qui ont créé les bases du capitalisme avec leur concept de Pax Romana, la paix romaine. Elle se définissait par le fait que les riches marchands romains pouvaient faire en paix un maximum de profit en un minimum de temps. Pour cela, il leur fallait des routes afin d'aller chercher des denrées rares dans de lointaines contrées et une armée qui forçait les autres peuples à accepter la monnaie romaine, les sesterces. Il serait donc plus juste de dire que ce sont les très riches qui ont choisi une religion qui allait dans leur sens. Ce sont les très riches qui ont permis aux religions
patriarcale de s'implanter dans le monde entier, car très vite, les nantis ont compris que cette culture-religion légitimait le fait qu'ils dominent les autres et vivent de leur travail. Quant aux cultures fertiles, elles préfèrent le troc et les monnaies locales. L'important n'est pas d'amasser les richesses matérielles, mais de permettre aux richesses intérieures de chacun de se développer. Il faut préciser que le Dieu unique que prient les patriarcaux n'existe pas, ou pour être plus précis, il n'existe que dans les mondes de la pensée des hommes et dans l'astral. Il s'agit d'une forme pensée créée et alimentée par les hommes. Elle n'a aucun pouvoir dans le monde de la matière, mais elle peut exacerber les émotions et influencer les pensées de ceux qui s'y connectent. Cependant, l'égrégore des religions patriarcales est très puissant et influence grandement l'inconscient collectif. Un égrégore, qui est en résumé un ensemble de formes pensées, peut enflammer une foule, voire tout un pays, et déclencher des guerres. Cela ne signifie pas, pour autant, que tous les adeptes des religions nourrissent les égrégores patriarcales endormantes et destructrices. Une grande partie de ces croyants religieux sont, dans leur cœur, dans l'état d'esprit fertile féminin sacré, sans en être conscients. Je résume donc en affirmant que la culture patriarcale est une culture basée sur le concept dominant-dominé qui permet à des êtres profondément haineux et souvent médiocres de devenir les chefs et de se venger de ne jamais avoir réussi à être heureux et à aimer. L'homme est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt, disait Jean-Jacques Rousseau. Et il est temps d'ajouter que c'est précisément la culture patriarcale qui le corrompt. Pour la transition entre ces deux cultures opposées en tout, de gigantesques écoles-universités seront construites. L'exploration des mondes invisibles y sera une priorité. Elle est beaucoup plus importante que celle de l'espace. On pourra y apprendre des vraies connaissances utiles, toutes les sciences, y développer ses pouvoirs psychiques, mais aussi pratiquer et explorer tous les arts. En effet, chaque individu a un côté artistique qui doit pouvoir s'exprimer, sinon, cette énergie va souvent servir les égrégores de la destruction. Dans le e-book, tu pourras aussi trouver un exemple de programme détaillé pour la transition. Si tu as des propositions à faire pour notre nouveau monde, s'il te plaît, viens les partager sur le site dont l'adresse s'affiche à l'écran. Que faire le jour où nous aurons le pouvoir dans les domaines de l'économie, du social, de la santé, de l'éducation, de l'écologie, de l'agriculture, etc. Et puis bien sûr, qu'allons-nous faire avec tous ceux et celles qui ont amené l'humanité au bord du gouffre ? Je souligne juste le fait que la vengeance et les punitions sont des concepts inexistants dans les cultures fertiles. Ceux que j'aime appeler les agents seront traités dignement, mais il faut leur enlever toute possibilité de nuire. L'idéal serait de les mettre au travail pour reconstruire le monde. Un premier objectif sera qu'1 mois après notre prise de pouvoir, plus aucun être humain ne soit en situation de malnutrition et qu'après 1 année, chacun d'entre eux ait un endroit décent et sécurisé pour vivre. L'une des priorités sera de sortir certaines régions du monde de la pauvreté, et notamment l'Afrique, à qui les Occidentaux doivent leur richesse. Le 1er mois après la naissance officielle de l'humanité sera le mois de la vérité. Les politiciens, financiers, journalistes, scientifiques, industriels, dirigeants de multinationales, oligarques, religieux devront dévoiler au monde toutes leurs manigances, leurs mensonges, les non-dits qui ont mené l'humanité au bord du gouffre. Ces confessions sont très importantes pour éduquer le reste des populations et bien leur prouver que quasi tout n'était que mensonge et injustice. Les religions seront autorisées, mais les écoles religieuses seront fermées. Dans toutes les écoles et les universités de la planète, on enseignera les mensonges historiques des religions patriarcales, ainsi que le fait qu'ils ont kidnappé les religions fertiles originelles pour les remplacer par une culture sado-maso, dont le but est qu'une minorité ait le pouvoir sur la majorité. Pour financer la transition, il n'y a rien de plus simple. Les fortunes personnelles seront limitées à 3 millions d'euros. Tout ce qui dépasse sera mis dans un pot commun pour la transition sociale et écologique. Mais l'argent qui provient de domaines qui ont fait du mal à la planète et à la santé des gens sera totalement confisqué.
finances, pétrole, nucléaire, groupes pharmaceutiques, armement, etc. Les bourses seront fermées et tout l'argent qui stagne ou qui est passé par des actions, des trusts ou autres produits financiers mainstream sera tout simplement confisqué. Seuls les petits porteurs seront remboursés. Un revenu universel confortable sera disponible pour tous ceux qui en ont besoin. Par exemple, 5 000 € par mois pour une personne vivant dans un pays comme la Belgique, en réajustant la somme selon les coûts de la vie des différentes régions. Les États perdront la plupart de leurs pouvoirs qui seront délégués aux régions afin de décentraliser les pouvoirs. Les actionnaires de la majorité des moyennes et grosses sociétés seront remplacés par ceux qui y travaillent. Nombreuses d'entre elles seront déclarées d'intérêt public et ne pourront plus appartenir au privé. Elles seront gérées par l'ONU, dont la majorité du personnel corrompu actuel aura été, bien sûr, remplacé. Ce sera par exemple le cas de sociétés comme Microsoft, Facebook ou Google, mais aussi de toutes celles qui vendent les ressources naturelles comme le pétrole, le gaz, minerais, bois, eau, etc. Et il ne faudra pas oublier l'agroalimentaire, la pétrochimie, les sociétés d'assurance, les banques, l'armement et bien sûr les firmes de la mafia pharmaceutique. Quant à toutes les personnes qui ont joué un rôle clé dans cette tentative de génocide de l'humanité, ceux que j'appelle les agents, ils devront rendre tout l'argent qui a servi à les corrompre. Pour la plupart, cela voudra dire qu'ils n'auront plus rien. Mais s'ils font leur mea culpa et s'engagent à travailler pendant 15 années pour réparer une partie de leurs dégâts, ils pourront garder leur lieu de vie jusqu'à leur mort, mais ils ne pourront pas le léguer en héritage. S'ils refusent, ou s'ils ne sont pas assez efficaces dans leur aide à l'humanité, on leur prendra tout. Mais il n'est pas nécessaire de les mettre en prison pour autant, car la prison ne sert à rien. Sans argent, ils n'auront plus de pouvoir et ils ne pourront plus faire de mal. Ils sont malades et on ne punit pas un malade, on essaye de le guérir. Ils pourront bénéficier des programmes sociaux que nous allons mettre en place et d'un revenu universel confortable qui permettra à tous de vivre dans la dignité. Quant à ceux qui veulent qu'on les punisse, je répondrai qu'avoir trop d'argent et donc trop de pouvoir rend fou. Personne ne peut dire avec certitude si on aurait fait mieux, si on avait été à leur place. De plus, il faut voir cela avec du recul. Ce monde d'injustice est là pour éveiller en nous le feu guerrier protecteur de la vie. Donc, il faut bien que certains jouent le rôle des méchants dans cette divine comédie. Mais quitte à les surveiller 24/7, il faudra s'assurer qu'ils ne fassent plus de mal à autrui. Par agent, je fais référence aux personnes qui ont joué un rôle clé dans le grand complot du Covid et de la médecine en général, dans celui de la finance contre les démocraties, dans les magouilles des industriels pour nous imposer des produits nocifs, dans la corruption des gouvernements pour accepter la dette et continuer le tout pétrole et nucléaire. Ceci ne concerne pas les petits employés, mais les cadres supérieurs. Par exemple, les 10 premiers niveaux hiérarchiques des grosses multinationales, les PDG, les actionnaires principaux et ceux qui ont mis leur génie, artistique ou autre, au service de tous ces mensonges. Les lobbyistes, les avocats, les comptables et autres experts qui ont travaillé pour ces sociétés seront considérés comme des agents de premier plan. Mais il ne faudra surtout pas oublier les juges qui ont pris des décisions injustes. Et pour finir, seront considérés comme des agents de second plan toutes les personnes de plus de 18 ans ayant publiquement, notamment sur le net, défendu les violences policières, menacé ou insulté les complotistes, les anti-vaccins, ceux qui portent l'étendard de la culture fertile du féminin sacré, les militants sociaux ou écologistes comme les Gilets jaunes ou qui ont suggéré des punitions à leur encontre. Cela sera aussi valable pour ceux qui font l'apologie en public du racisme, de l'antisémitisme, de l'homophobie, etc. Et bien sûr, cette liste est à compléter. Les agents de second plan ne seront pas traités comme les agents de premier plan, mais ils n'auront plus le droit de vote ni le droit d'occuper des postes à responsabilité pendant un certain temps. Quant au monde de la finance et de la bourse, ils vont tout simplement disparaître. Ce sont des intermédiaires qui ne créent rien et ne servent à rien. La fabrication de tous les plastiques à base de pétrole sera arrêtée, ainsi que tout ce qui contient du plastique. Oui, cela signifie que la majorité des grosses usines seront fermées. Elles pourront se remettre à produire si et quand elles pourront fabriquer des produits biocompostables.
de gigantesques forums seront organisés dans le monde entier afin de trouver des réponses aux problèmes sociaux et écologiques. Dans ce livre, je partagerai également avec vous un autre point de vue sur les 5000 dernières années de l'histoire de notre humanité. On nous cache la vraie histoire du monde, car c'est dans cette histoire que se trouve la clé pour réussir à faire naître une humanité vraiment humaine. Vous verrez que l'histoire officielle est truffée de mensonges, car elle fut écrite principalement par les religieux patriarcaux. Ils ont passé des centaines d'années à brûler et à interdire des livres qui contenaient les traces de leur trahison. Pourtant, tout cela n'est pas si vieux. Tous les politiques ne cessent d'hurler que la France et l'Europe sont chrétiennes, version patriarcale depuis 2000 ans. Mais c'est tout à fait faux. J'insiste sur le fait que l'Europe est restée principalement chrétienne, païenne, version féminin sacré, jusqu'au XVIe, voire jusqu'au XVIIe siècle. Toute l'histoire de l'Europe est une succession de guerres, d'alliances et de trahisons entre les cultures fertiles originelles qui veulent un monde le plus libre possible et les cultures religions patriarcales barbares qui veulent un monde d'esclaves dirigé par une minorité. L'histoire officielle nous ment grossièrement lorsqu'elle nous raconte qu'à de multiples reprises, des barbares sont venus piller l'Europe. Que cela soit les Goths au IVe siècle ou les Vikings à partir du IXe siècle, il s'agissait en fait d'un acte de réaction de la part de ce qu'on pourrait appeler l'internationale fertile païenne du féminin sacré. C'était donc de la légitime défense face à l'invasion des Romains. Et si les Goths et les Vikings ont si facilement repoussé les envahisseurs romains, c'était car la majorité des populations locales se battaient à leur côté, car ils avaient la même culture, religion. Par exemple, dans les dracars des Vikings, l'immense majorité des combattants étaient des païens francs, germaniques ou autres, qui avaient fui l'invasion barbare romaine. Ils se sont réfugiés au Danemark, qui a décidé de les aider, car encore une fois, ils se battaient pour garder la même culture-religion. En fait, les barbares, c'étaient les Romains, alors que la culture fertile, dite païenne, était beaucoup plus civilisée. L'Église catholique, alliée avec des rois francs comme Charlemagne, ont développé la traite des esclaves des peuples européens, notamment des Germains, des Slaves et des Celtes, à une échelle industrielle. Ils vendaient des esclaves européens, notamment au Moyen-Orient et dans les territoires musulmans. Le Vatican exigeait que tous les non-catholiques soient tués ou mis en esclavage, et dans les deux cas, qu'on leur enlève tous leurs biens. De plus, Charlemagne a aussi mis les catholiques en esclavage en instaurant le système de serfs et de maîtres digne des castes en Inde. Donc, ce qu'on appelle l'invasion des Vikings était perçu par les populations locales comme une réelle libération face à l'enfer qu'ils vivaient. C'était l'équivalent du débarquement des Alliés en Normandie. Les Celtes et Vikings avaient une culture si proche qu'ils se mélangèrent et créèrent une culture celto-viking druidique très tolérante et très similaire à la chrétienté originelle de la déesse mère. Cette culture sera majoritaire dans le royaume franc jusqu'au XVIIe siècle. Quant aux Templiers, ils ont tenté de créer une Europe tolérante, juste et humaine, tout en essayant de ramener Rome dans la vraie chrétienté. Si les vendredis 13 ont gardé une si mauvaise réputation, c'est parce que le vendredi 13 octobre 1307, la majorité des Templiers ont été lâchement arrêtés par le roi de France avec la complicité d'un faux pape. Ce jour-là, la quasi-totalité de leurs activités pour créer une humanité vraiment humaine furent stoppées. Durant les 2 siècles où ils furent pratiquement les maîtres de l'Europe, ils construirent des cathédrales, des églises et des chapelles à la gloire du féminin sacré et donc du vrai christianisme. Ils bâtirent notamment les cathédrales gothiques en l'honneur des Goths qui avaient délivré 6 siècles plus tôt l'Europe du joug des Romains. Et si les Templiers n'ont pas voulu participer à la croisade contre les cathares bons chrétiens qui a servi d'excuse au quasi-génocide de toutes les populations du Languedoc, c'est parce qu'ils étaient du même bord. D'ailleurs, de nombreux Templiers étaient cathares bons chrétiens et vice-versa.
Les religions patriarcales ont tout fait pour effacer les rôles importants qu'ont joué les femmes dans l'histoire du monde. Il ne faudrait surtout pas donner de mauvais exemples. La Vierge Marie-Madeleine était vierge, car libre de toute domination à tâche extérieure. Elle n'appartenait pas à un homme. Je me permets de le répéter, car cette seule information devrait créer une véritable révolution, tant elle résume et prouve l'ampleur des mensonges sur lesquels repose notre culture. C'était la Vierge Marie-Madeleine, dans les faits, qui a commencé à enseigner le christianisme originel qui inclut le féminin sacré. Marie-Madeleine est la personnalité la plus importante du christianisme originel. Elle est le personnage de la Bible dont on trouve le plus de traces historiques, notamment dans la communauté des Esséniens en Palestine, puis dans le sud de la France. Quant au personnage de la Vierge Marie, maman de Jésus, version Vatican, elle n'a aucune importance dans la Bible. Le Vatican l'a mise en avant seulement vers le 19e siècle afin de faire croire que la Vierge, c'était la maman de Jésus et pas Marie-Madeleine. Cela fut nécessaire tant le Vatican était désespéré que la Mère divine et Marie-Madeleine continuaient à être plus vénérées et plus priées que Jésus et Dieu le Père réunis. D'ailleurs, si vous observez la plupart des églises, cathédrales et autres lieux de culte, ils sont en fait soit dédiés à la Mère divine, soit à Marie-Madeleine. Il y en a très peu qui sont dédiés à Jésus ou au Père Tout-Puissant, très peu, et la plupart d'entre elles sont relativement récentes. La majorité date d'après le XVIIe, XVIIIe siècle, car ce n'est qu'à partir de cette période que la version inversée du christianisme prit réellement le pouvoir politique. Par exemple, la basilique Saint-Pierre de Rome date seulement du XVIIe siècle, ce qui correspond historiquement avec la vraie prise de pouvoir des catholiques et de leurs mensonges sur le monde. Pour la construire, ils ont détruit la basilique érigée par l'empereur Constantin, sans doute car elle regorgeait de symboles païens du féminin sacré. Preuve en sont les deux fontaines de la place Saint-Pierre qui sont les répliques d'une fontaine qui se trouvait devant l'ancienne basilique constantinienne. Et comme vous le voyez sur cette illustration du 19e siècle, elles ont la forme de champignons. Le temps est aussi venu de se rappeler d'autres femmes qui, comme Marie-Madeleine, ont joué un rôle très important dans l'histoire. Aïcha, la femme préférée de Mohammed, était aussi destinée à reprendre le flambeau de leur mouvement religieux à la mort de son mari. Quand on étudie l'histoire d'Aïcha, on se rend bien compte que Mahomet ne prônait ni l'écrasement des femmes, ni les mariages arrangés, ni le choix de les enfermer à la maison pour s'occuper des enfants. De plus, Aïcha s'est battue militairement contre le cousin de Mohammed qui revendiquait l'héritage spirituel de l'islam. Aïcha a perdu et c'est lui qui a, pour la première fois, enfermé les femmes à la maison. Je terminerai par Jeanne d'Arc, que les catholiques ont non seulement brûlé, mais qu'en plus ils ont effacé son identité derrière l'image de Jeanne soi-disant paysanne, soi-disant catholique et pieuse. Pourtant, il suffit de réfléchir un tout petit peu pour comprendre qu'elle n'était certainement pas une bonne catholique, vu qu'à l'époque, l'Inquisition interdisait aux femmes de monter à cheval, de manier l'épée et de porter armure. Par contre, la majorité des populations de cette région étaient à cette époque toujours dans la culture fertile, à savoir un mélange des cultures celtes et vikings. Et l'une des particularités de ces cultures, c'est que les femmes font partie des armées au même titre que les hommes. Jeanne d'Arc répond donc parfaitement aux définitions des Valkyries, guerrières à cheval et en armure, tant redoutées par les alliés de Rome. Des femmes vierges, car libres de toute domination extérieure. De nombreuses sources prétendent d'ailleurs que Jeanne d'Arc eut plusieurs amants, notamment certains des capitaines de sa garde. Donc, elle était pour l'amour libre, comme c'était la norme dans les cultures fertiles celto-vikings.
En fait, ce n'est pas juste Jeanne d'Arc qui a donné un coup de main pour vaincre les Anglais, mais toute l'armée celto-viking païenne. Et si on nous le cache, c'est car on veut nous faire oublier que la culture dominante à l'époque, c'était la culture celto-viking très proche de celle du christianisme originel. Le pacte que Jeanne a proposé au dauphin, c'était que les armées celto-vikings arrêteraient de soutenir les Anglais et l'aideraient à être sacré roi de France en échange de la totale liberté de culte, de l'arrêt de l'Inquisition, de la condamnation de Rome pour sa cruauté, de la fin du pouvoir de ce dernier sur le royaume franc, ce qui impliquait la fin de la reconnaissance de Rome en tant que dépositaire du christianisme. Une fois sur le trône, le roi Charles VII a honoré sa promesse, notamment avec la pragmatique sanction de Bourges qui a condamné l'Église romaine pour la barbarie de l'Inquisition. Grâce à cela, le royaume de France a coupé les liens avec Rome et a connu presque 150 ans de tolérance pendant que l'Inquisition faisait des ravages en Allemagne, en Espagne et dans la majorité de l'Europe. Ensuite, le Vatican et ses polices secrètes comme les dominicains et les jésuites sont rentrés dans une politique d'agir dans l'ombre. Qu'ils soient écrivains, papes ou rois, ils assassineront et terroriseront à tout va pour définitivement imposer l'exclusivité de la vision patriarcale du Vatican sur la chrétienté. Ce n'est que depuis cette époque-là que la France est politiquement chrétienne, version patriarcale Vatican, mais pour le peuple, cela a pris beaucoup plus de temps. Ici, le sacre du roi Charles VII à Reims en présence de Jeanne d'Arc. Si l'on ne trouve pas de croix catholique dans cette illustration, c'est car ce sacrement était aussi un retour à l'alliance entre la royauté française et la vraie chrétienté symbolisée par la fleur de lys. En effet, la royauté française, depuis les premiers rois mérovingiens, s'est fondée sur la chrétienté originelle enseignée par Marie-Madeleine dans le sud de la France quelques siècles plus tôt. Certains disent même que les rois mérovingiens étaient les descendants directs de Marie et de Jésus. Vrai ou pas, ce qui compte surtout, c'est que la lignée royale française fut créée pour protéger et propager l'héritage spirituel de Marie-Madeleine et de Jésus. Mais le Vatican a de maintes reprises à détrôner des lignées royales afin de mettre sur le trône des familles illégitimes à la solde de la fausse chrétienté. Ce fut le cas de Charlemagne, de la dynastie illégitime des Carolingiens. Ces techniques d'épuration des populations ont tellement inspiré Hitler que ce dernier lui rendra hommage en nommant l'un de ses bataillons la SS Charlemagne. Et c'est pour faire face à ce déchaînement de violence, d'injustice et de cruauté que l'armée de libération celto-viking-germano-païenne de la future Jeanne d'Arc s'est formée. Ainsi, la fleur de lys est le symbole de la royauté française car il est aussi un symbole de la fertilité et de la Vierge Marie. La récupération de Jeanne d'Arc et de Marie-Madeleine par les catholiques est un excellent exemple de ce que j'appelle le complot de l'histoire. Mais peut-être que cela te dérange que j'utilise le mot complot. Pourtant, un complot, c'est un secret partagé par quelques-uns dans le but de permettre à un projet de se réaliser. Dans ce cas, le projet, c'est la religion catholique. Le fait que les catholiques aient récupéré l'aura de deux de leurs pires ennemis est un mensonge entretenu depuis 1700 ans par énormément de personnes et de générations successives. Donc oui, cela répond parfaitement à la définition d'un complot. Le complot des religions, cultures patriarcales est même la mère de tous les complots. Et bien souvent, ce complot, ce sont tout simplement des non-dits. Par exemple, il existe un consensus parmi les historiens qui affirment que le judaïsme d'Abraham était polythéiste et donc absolument pas monothéiste patriarcal. Ainsi, la religion amenée en Palestine par Abraham et ses descendants fut polythéiste fertile féminin sacré pendant 1800 ans.
elle ne sera transformée, pervertie en religion patriarcale monothéiste que vers 600 avant Jésus-Christ, lorsqu'une partie des Juifs de Palestine était détenue captifs à Babylone sous l'autorité et l'influence d'une culture extrêmement dure et patriarcale. Cela nous permet de comprendre pourquoi certains, comme les Rastas, prétendent que l'âme du monde fut corrompue à Babylone. Et c'est aussi le même genre d'histoire qui est arrivé avec l'hindouisme et le bouddhisme. Ce dernier n'a plus grand-chose à voir avec l'enseignement originel du Bouddha. À chaque fois, les puissants avides de pouvoir accaparent les religions-cultures de la liberté pour les transformer en une religion-culture qui conditionne les peuples à trouver juste de vivre dans la souffrance, la domination et les injustices. Si on veut être intelligent, on est obligé d'être complotiste, car c'est la seule manière logique de donner un sens à tout ce qui se passe dans le monde. Je crois que ceux qui se moquent gentiment ou méchamment des complotistes, ce sont des personnes qui ont trop d'orgueil que pour accepter qu'ils aient pu croire à autant de mensonges, mais ils ont aussi peur de voir la vérité en face, car cela voudrait dire qu'ils devraient changer leur vie en conséquence. Marie-Madeleine et Aïcha étaient les héritières légitimes d'une culture-religion fertile féminin sacré qui offrait aux femmes et aux hommes une égalité totale. Elles portaient le même étendard, mais dans ces deux cas, le patriarcat a réussi à se faire passer pour le dépositaire officiel de ces religions et ont tout simplement réussi à inverser complètement leur message. Ils ont essayé de remplacer tous ces exemples de femmes guerrières et libres par le stéréotype d'une femme esclave qui accepte tout. De cette manière, ils ont créé un véritable virus mental, le virus de la Vierge Marie, qui fait que beaucoup de femmes confondent amour et pitié. Du coup, elles s'entourent souvent de personnes moins évoluées et moins autonomes qu'elles. Mais caché derrière ce comportement, qui a certes des facettes généreuses, il y a souvent le fait qu'elles ont besoin d'être avec des personnes qu'elles peuvent dominer et diriger. Dans le e-book, je vous donnerai quelques exemples pour ceux qui critiquent les complotistes, afin qu'ils comprennent à quel point on se fout de notre gueule et que la destruction de la planète n'est pas une obligation. Saviez-vous par exemple qu'en 1941, le constructeur automobile Ford a présenté un prototype de voiture qui ne fonctionnait qu'au pétrole végétal, fabriqué essentiellement à partir de la plante du chanvre. Et sa carrosserie, 10 fois plus solide que l'acier, était composée de chanvre et de soja. Mais le lobby du pétrole avait déjà trop de pouvoir et depuis plus de 80 ans, ils ont tout fait pour empêcher toute alternative au pétrole et à ses dérivés. Sans ce détail de l'histoire, nous n'aurions aujourd'hui pas de problème de pollution par les hydrocarbures, ni de problème de pollution par les plastiques, et nous aurions beaucoup moins de problèmes de déforestation. En effet, pour protéger leurs investissements, les pétroliers, les vendeurs de coton et de médicaments chimiques se sont alliés pour pratiquement éradiquer la culture du chanvre avec lequel on faisait la majorité du papier, des tissus, des cordages et de nombreux médicaments. Du coup, on s'est mis à faire du papier avec les arbres et la majorité des forêts de la planète ont été détruites. Je pourrais vous donner des exemples comme cela dans quasi tous les domaines. En résumé, si on laisse les intérêts de la bourse continuer à gouverner le monde, c'est tout simplement la fin de la vie sur Terre. Tous les secteurs de la vie quotidienne sont pervertis afin que cela rapporte plus d'argent aux investisseurs, quitte à détruire toute la planète. La médecine, la politique, les médias, les sciences et même l'éducation ont été kidnappés par la loi du profit à tout prix et on nous dit qu'avoir un comportement d'adulte, c'est laisser faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à détruire. Il est aussi essentiel de préciser que les mondes de la finance, qui dévient 95% des richesses mondiales, ne servent à rien, ne créent rien et détruisent tout sur leur passage. Ils traitent souvent les chômeurs et les pauvres de parasites, mais c'est eux les parasites. Sais-tu que même la dette dont on nous parle tout le temps est illégitime et ne devrait pas être remboursée? En effet, à travers les banques,
les mondes de la finance ont volé aux États le droit d'émettre la monnaie. Ainsi, chaque fois qu'une banque prête de l'argent, elle le crée à partir de rien. Cela s'appelle la création monétaire par le crédit. Il s'agit d'un terme technique que peu de gens comprennent, mais pratiquement parlant, il s'agit juste d'un mot pour désigner le plus grand des hold-up de tous les temps. Quelques siècles de capitalisme version Pax Romana ont mis la planète à genoux, économiquement, socialement et écologiquement. Nous sommes arrivés aux limites du capitalisme et les capitalistes le savent très bien. Donc, face à l'écroulement du système économique qu'ils ont eux-mêmes créé, leur tactique, c'est de l'accélérer afin de créer la plus grande crise économique, énergétique et alimentaire de tous les temps. Et pour contrôler les révoltes populaires qui ne vont cesser de s'aggraver, ils votent des lois de plus en plus liberticides en prenant comme prétexte le terrorisme ou la pandémie de Covid. La majorité croit qu'il n'y a que deux manières de gérer l'économie, le capitalisme ou le communisme, mais tous les deux sont des dictatures. Du coup, la majorité croit que le capitalisme, c'est le droit à la propriété privée, mais c'est faux. Le capitalisme, c'est la logique que toute action humaine doit rapporter au capital, c'est-à-dire principalement à ceux qui ont des actions. Et si pour cela, la majorité des gens doivent perdre leur travail ou leur maison, cela n'a aucune importance. C'est ce qui est arrivé aux États-Unis où des millions d'Américains ont perdu leur maison. Donc à long terme, le capitalisme fera que les propriétés individuelles disparaîtront, car seuls compteront les intérêts des grosses sociétés et des agents déshumanisés qui travaillent pour elles. Si tu fais un rapide état des lieux de la planète, tu te rendras compte que le système destructeur en place refuse catégoriquement d'arrêter de détruire la nature et qu'ils sont prêts à utiliser toutes les forces armées disponibles pour contrer ceux qui les en empêchent. Ils sont même en train de convaincre les ignorants que les écolos et les militants anticapitalistes sont des terroristes alors que ce sont des super-héros. Quant à ceux qui croient encore dans notre système démocratique, ils doivent comprendre qu'il n'y a aucun espoir à attendre des votes des masses, car la majorité sont complètement endormis. Ils votent en faisant des choix émotionnels et n'ont aucune idée des vrais enjeux. Une démocratie ne peut pas fonctionner si les personnes n'ont pas assez de connaissances. De plus, nous ne vivons plus à une époque où l'on peut gagner une révolution avec des fusils. Mais à la fois, on ne peut plus attendre, sinon la planète va tous nous éjecter. Donc oui, nous avons besoin de manière urgente d'une baguette magique, à savoir de super pouvoirs, pour prendre les commandes, sans transformer la planète en un champ de bataille. Ainsi, une alliance a été créée avec des êtres de différentes dimensions, afin d'amener sur Terre une culture fertile, d'arrêter de détruire la planète et ses habitants et de commencer un travail de guérison. Le but final, c'est de créer un monde paradisiaque pour toutes les formes de vie. Et c'est pour cela que nous avons besoin de l'aide des armées, de la culture fertile des déesses. Pour avoir l'aide de ces êtres d'autres dimensions et de leur pouvoir qui défient les lois physiques de notre réalité, nous devons nous engager à 3 choses. 1. Arrêter net de détruire la planète et commencer à la nettoyer. 2. Éradiquer la pauvreté et s'assurer que chaque humain ait la possibilité de vivre dans la dignité. 3. Tout mettre en œuvre pour instaurer humainement une culture fertile et progressivement abandonner notre culture mortifère qui détruit tout. En effet, une alliance a été créée et elle est presque prête à faire un coup d'État mondial afin de prendre le pouvoir dans tous les pays. Nous aurons l'appui de cette alliance lorsque cela sera nécessaire, mais c'est à nous, les humains, de faire le travail et de nous organiser pour tenir ces 3 engagements. Pour cela, elle recrute 144 000 âmes pour remplacer les personnes qui occupent des postes à responsabilité. Et pour rejoindre l'Alliance, pas besoin de payer une cotisation ou de s'inscrire sur le net. Il s'agit d'un contrat entre toi et la famille de lumière des déesses fertiles. Pour les rejoindre, il faut oser se mettre en danger socialement, affectivement ou économiquement pour servir leur cause, à savoir créer un monde le plus juste et le plus libre possible. C'est ton service à la cause de la libération de l'humanité qui prouve
ton engagement. Tu dois devenir un guerrier de la justice et de la vérité. Sans mensonge, ce monde patriarcal, injuste, égoïste et destructeur ne pourra plus exister. Il va s'évaporer comme un mauvais rêve. Et de nombreuses générations se demanderont comment des humains ont pu accepter une culture tellement inhumaine. Nous ne cherchons à convaincre personne. Nous cherchons des individus dont l'âme est naturellement en accord avec ce rêve d'une culture fertile. En effet, des centaines de millions d'âmes se sont incarnées sur cette planète dans le but de participer à son éveil et nous sommes à leur recherche. Dans ce e-book, je t'expliquerai comment rentrer en contact avec cette alliance et comment la rejoindre. Ce n'est que de cette manière que tu réaliseras que tout ceci n'est pas une blague. Il s'agit d'une cérémonie chamanique semblable à celle que proposaient les Templiers et les Esséniens, dont Marie-Madeleine et Jésus faisaient partie. Ces cérémonies alchimiques sont des espèces de mariages entre l'âme et l'esprit immortel de la personne. Elles sont l'une des bases des cultures fertiles car elles permettent à la conscience de se reconnecter au réseau fertile du féminin sacré. Ces cérémonies amélioreront nettement ta connexion intérieure, ce qui te permettra de trouver quelle est ta mission, la manière dont tu participeras à l'avènement de cette nouvelle ère. Mais il ne faut pas confondre chamanisme fertile éveillant et chamanisme patriarcal endormant. La plus grande des différences, c'est que pour pratiquer le chamanisme qui éveille, vous n'avez pas besoin de chaman. Il faut oser le face-à-face avec soi-même dans la nature. Votre volonté profonde de quitter le réseau patriarcal endormant et de servir la culture fertile qui éveille, allié avec le protocole et le mot de passe filtre dont je vous parle dans le e-book, suffiront amplement. Ces cérémonies vont agir comme des filtres alchimiques afin de retenir nos programmations patriarcales et ne laisser passer que notre être éternel de culture fertile. Ainsi, tu comprendras que la vraie alchimie, ce n'est pas de transformer le plomb en or, mais de transformer nos parties patriarcales qui nous plombent afin de libérer notre être éternel, symbolisé par la pureté et la préciosité de l'or. Donc, cette alliance est notre seule issue possible car ceux qui ont le pouvoir sont prêts à tout pour le garder. Ils savent que la révolution ne fera que grandir et comme les animaux qui ont peur et se retrouvent coincés, ils sont capables du pire. Ils sont même prêts à déclencher la Troisième Guerre mondiale car ils sont complètement fous. Ou pour être plus précis, ils sont complètement habités. Et l'une des raisons de cette folie, c'est que 99% des personnes qui ont des postes à responsabilité sont soit sous médicaments chimiques, soit alcooliques, soit les deux. Joe Biden, l'actuel président des États-Unis, en est un digne représentant. C'est un vrai mort-vivant. Et si vous cherchez plus loin, vous réaliserez que tous ces dirigeants politiques et ces oligarques ont grandi en manque d'amour, dû entre autres à une éducation patriarcale, souvent une éducation jésuite ou similaire, comme le président français Macron ou l'un des hommes les plus riches du monde, François Pinault. L'éducation religieuse patriarcale, c'est le fascisme dans l'éducation, car elle est faite pour casser l'individualité et la vraie nature de la personne. Au plus on a grandi dans une culture patriarcale, au plus on a tendance à être matérialiste et égoïste. C'est comme si ces personnes voulaient remplacer l'amour qu'ils n'ont pas eu par l'accumulation des possessions et qu'ils avaient besoin de se venger des autres et de se venger sur la vie en général car ils ont trop de frustration en tout genre. Je donne ces exemples pour bien vous faire comprendre que nous sommes très loin d'être libérés de l'emprise politique des religions patriarcales. Au contraire, les postes clés de la politique et du monde des affaires de haut niveau sont quasi tous occupés par des personnes qui s'affichent religieux. Être marié est pratiquement une obligation pour être élu président.
Les réseaux, les valeurs et les modes de vie des religions patriarcales dominant-dominées sont au pouvoir. Sur les 20 personnes les plus riches de France, 17 se déclarent publiquement catholiques, protestants ou orthodoxes, 2 de confession juive et 1 bouddhiste. Quasi tous sont très pratiquants et investissent énormément d'argent pour la propagation de leur religion. Une grande partie ont eu droit à un lavage de cerveau durant leurs études religieuses. Ils sont convaincus qu'ils sont, en quelque sorte, en croisade pour lutter contre les forces du mal afin qu'on ne remette pas en question la légitimité des cultures religions patriarcales, ce qui inclut le capitalisme. Et bien sûr, ils estiment que s'ils sont riches et puissants, c'est car c'est la volonté de Dieu. Une partie d'entre eux, dont Bolloré, qui ne se cache même pas d'être membre de la très sadomaso Opus Dei, possède pratiquement tous les médias mainstream français, ce qui leur permet d'influencer l'opinion publique et la politique. Et c'est comme ça dans le monde entier. Cette alliance capitalisme-religion patriarcale est tout simplement une secte mafia aux ramifications internationales. La religion culture patriarcale et le capitalisme sont 2 facettes d'une même pièce. Si on ne leur enlève pas leur pouvoir et si on ne sort pas le monde de leurs mensonges, il ne restera pas grand-chose de viable sur Terre pour les enfants qui naissent aujourd'hui, voire rien du tout. Le fait de vouloir dominer la nature et de considérer que l'homme est plus fort que la nature sont aussi des concepts issus des religions patriarcales. Il est écrit dans la Genèse de la Bible, « Remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. » Par contre, les religions cultures fertiles cohabitent avec la nature qui est à la fois leur allié et leur temple sacré. Elles considèrent que l'un des devoirs des hommes est de la protéger et d'apprendre d'elle. Il est plus que temps qu'on prouve aux enfants de cette planète qu'on les aime vraiment. C'est facile de dire « je t'aime ». Ce qui compte, ce sont les preuves de notre amour. Et prouver cet amour, c'est mettre notre orgueil en poche et accepter qu'on est habité par une force qui nous manipule à agir contre notre volonté et à détruire ou à laisser détruire le présent et le futur de tous les enfants de la planète. Et la solution pour se libérer de cette emprise destructrice, ce sont les cérémonies psycho-chamaniques faites dans les règles de l'art avec les champignons à la psilocybine. Si vous voulez rejoindre l'Alliance, vous devez faire de votre évolution intérieure une priorité absolue, ce qui inclut de commencer à faire des cérémonies au plus vite afin de trouver votre place dans cette divine comédie. Vous aurez le mode d'emploi pour la cérémonie dans le e-book. Une fois que l'Alliance aura prouvé au monde qu'elle est capable de prendre le pouvoir, il sera trop tard pour s'inscrire dans cette première vague. Il y aura bien sûr de nombreuses autres opportunités, mais au plus, il y aura d'êtres qui s'engagent à porter et à servir l'étendard de la culture fertile des déesses dès à présent, au plus, la transition pourra se faire de la meilleure manière pour le plus grand nombre d'individus possible. Pour cela, il faut au plus tôt qu'un maximum de personnes commencent leur guérison et leur apprentissage afin de pouvoir ensuite les partager avec d'autres, notamment en enseignant dans ces écoles, universités de la vie. Il faut bien intégrer le fait que les 3 religions du livre ne sont qu'une et même religion qui s'appelle la religion patriarcale. Elles ont des petites différences, mais elles imposent toutes les 3 la même culture, c'est-à-dire les mêmes modes de vie et les mêmes valeurs. Et ce qui prouve aussi que ces injonctions des religions patriarcales sont nocives, c'est que ceux qui suivent ces religions avec intégrité sont traités d'intégristes, ce qui est même devenu une insulte. Pourtant, être intègre devrait être une qualité et non un défaut. Donc, la seule et vraie alternative au patriarcat endormant et destructeur, c'est les cultures et modes de vie issus des religions polythéistes, fertiles, féminins sacrés.
Et contrairement au patriarcat, au plus tu suis cette culture fertile de façon intègre, au plus tu deviendras un être vraiment humain. Et si tu ne crois pas à cette histoire d'alliance avec les déesses, j'espère que tu étudieras quand même ce programme pratique que je propose d'appeler la solution et que tu comprendras par toi-même que c'est à peu près le seul moyen possible pour créer une humanité vraiment humaine. Et si tu n'es pas d'accord, qu'as-tu à proposer à la place? Si assez de personnes nourrissent cette vision dans l'inconscient collectif, cela créera un égrégore qui permettra plus facilement aux personnes de se connecter à cette vision et de la rendre réelle. Sache qu'il ne faut plus perdre de temps. La Terre est sur le point d'éjecter tout le monde. Et si tu veux savoir si tu fais partie du problème ou de la solution, demande-toi où en serait la planète si tout le monde faisait les mêmes choix que toi. Donc, à partir de maintenant, chacune de tes respirations nourrira soit ton être conditionné au patriarcat, soit ton être originel, immortel, fertile. Il s'agit d'un autre état d'esprit, d'une autre longueur d'onde, comme si c'était une autre chaîne radio. Sur Terre, on est libre de ses choix, mais jamais on ne sera libre des conséquences de ses choix. Ce qu'on appelle la vie est une simulation, une espèce d'école et de test à la fois. Car tu es un être immortel, au pouvoir quasi illimité. Mais tant que tu ne deviens pas un protecteur de la vie et de la justice, toute la création complotera pour que tu ne retrouves pas tes pouvoirs magiques et ta nature divine. Tu ne seras en paix que lorsque tu accepteras d'incarner ton guerrier, défendeur de la vie et de la vraie justice. Et la foi, si tu persévères, tu finiras par retrouver ta vraie famille d'âme. J'insiste encore, cette vidéo est un résumé. Il y a des informations très importantes dont tu as besoin qui ne se trouvent pas dans cette vidéo, mais dans le e-book qui s'appelle « La clé pour sauver notre humanité ». Ce livre est aussi disponible en anglais. Pour te prouver que nous ne faisons pas cela pour l'argent, mais aussi car l'enseignement devrait être gratuit, tu peux le télécharger gratuitement sur le site dont l'adresse s'affiche à l'écran. Pour ceux qui veulent ou peuvent payer, vous pouvez trouver le lien pour l'acheter sur ce même site. Le temps est venu de ramener la justice, l'égalité et la fraternité sur cette planète. Sache que l'Alliance a déjà gagné et si elle s'investit dans cette période de transition, c'est pour qu'un maximum de personnes puissent choisir. L'humanité naîtra avec ou sans ton aide, mais avec ton génie, cela sera beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Que la force des déesses de la fertilité et de l'Alliance qui les soutient soit avec toi. Hasta la victoria siempre.